À la fin de l'année 2022, les ingénieurs sont venus pour l'inspection prévue du pont Blossom Narrows. Cet ouvrage avait été ouvert seulement quelques mois auparavant et il était considéré comme le principal accomplissement de la ville de Port Blossom. L'inspection était standard. Un scanner ultrasonique vérifiait l'intégrité des piliers en béton. Habituellement, de tels examens se déroulent calmement et montrent rarement quelque chose de sérieux. Mais cette fois, l'appareil a détecté une anomalie. À l'intérieur de la 7e colonne, un vide avec une inclusion dense s'est reflété. À première vue, cela pouvait être un défaut de coulage ou des déchets de construction oubliés. Pour éliminer les risques, les ingénieurs ont décidé d'ouvrir la section. Les travaux ont été menés la nuit, sans presse ni témoins. Quand l'outil a commencé à briser le béton, le son a changé. Au lieu d'une réponse dense, une résonance sourde s'est produite. Après quelques minutes, dans la fissure formée, un morceau de tissu est apparu. D'abord, ils ont pensé que c'était des restes d'emballage. Mais il est vite devenu clair. À l'intérieur de la colonne se trouvait un être humain. L'extraction a pris plusieurs heures. Après identification, il n'y avait plus de doute. Dans la colonne se trouvait Ava Miller, qui était recherchée depuis octobre de l'année précédente. Sa disparition avait alors été considérée comme une fugue et l'affaire avait progressivement été archivée. À ce stade, la police a obtenu une réponse directe à la question principale, où elle avait été tout ce temps. Mais en même temps, un nouveau niveau d'énigme s'est ouvert. Ava s'était retrouvée dans la construction après que sa vie eut pris fin. Cela signifiait que quelqu'un l'avait délibérément cachée à l'intérieur du pilier. C'est à partir de ce moment que l'affaire est passée de la catégorie « personne disparue » à une nouvelle enquête. Les enquêteurs sont revenus aux événements de cette fameuse nuit d'octobre, quand Eva avait disparu, et ont commencé à vérifier tous ceux qui se trouvaient alors près d'elle. Ava Miller. À Port Blossom, son nom était connu de beaucoup, mais ils la connaissaient non pas comme victime d'une affaire retentissante, mais comme source de problèmes. Dans une petite ville, où les actions des autres deviennent immédiatement sujet de conversation, son comportement se distinguait. Elle ne rentrait pas dans les cadres habituels, et c'est exactement cela qui la faisait remarquer. Habituellement, dans la journée, on pouvait rencontrer Ava au centre-ville, avec des écouteurs, de la musique lourde dans le téléphone et son air habituel détaché. Elle portait des vestes noires, se parait de bagues et bracelets massifs, et se maquillait les yeux de telle sorte que les professeurs lui faisaient constamment des remarques. Les adultes l'appelaient têtue et difficile. Mais pour ses pairs, elle semblait libre et indépendante. Son quotidien se composait de conflits simples mais constants. À la maison, disputes éternelles. Les parents essayaient de contrôler. Elle résistait. Les questions étaient toujours les mêmes. Où étais-tu ? Pourquoi es-tu rentré après le couvre-feu ? Pourquoi as-tu besoin de ce garçon ? Le sujet de ses relations avec Léo, plus âgé qu'elle de quelques années, était particulièrement aigu. Les adultes ne lui faisaient pas confiance, considéraient qu'il l'entraînait dans la mauvaise direction. Mais Ava voyait cela autrement. Plus les parents interdisaient, plus elle s'accrochait à lui. À l'école, tout se répétait sous une autre forme. Les professeurs voyant qu'elle était intelligente, mais en même temps ignoraient ostensiblement les règles. Absence, réponse sarcastique, indifférence soulignée au cours. Les camarades de classe percevaient cela comme faisant partie de son image. Elle n'essayait pas de plaire, mais au contraire faisait tout pour se distinguer. Et pour beaucoup, cela ressemblait à de la force. Tous ces traits créaient autour d'elle une certaine image. Quand Ava déclarait à ses parents « Vous ne me verrez plus », personne ne prenait cela au sérieux. C'était un scénario habituel. Conflit, paroles fortes, départ démonstratif et retour inévitable après un jour ou deux. Les parents se fatiguaient, les voisins soupiraient, les professeurs faisaient la sourde oreille. Personne ne considérait ces menaces comme réelles. C'est pourquoi, quand en octobre 2021, elle est vraiment partie et n'est pas revenue, les premiers jours
personne n'a paniqué. Les parents se sont adressés à la police, mais même là, on n'a pas vu de raison particulière pour des mesures urgentes. La version officielle sonnait simplement « rébellion adolescente, fugue, désir de commencer une nouvelle vie dans une grande ville ». D'autant plus que Portland se trouvait à seulement 1 heure de route, et beaucoup pensaient vraiment que c'est là qu'elle avait pu se rendre. Mais ce qui ressemblait à un autre acte dans le drame familial habituel est devenu ce soir-là un point de non-retour. Dispute, claquement de porte et disparition. À partir de ce moment, le monde normal, dans lequel Ava faisait partie des discussions quotidiennes, a cessé d'exister. C'est alors qu'a commencé une nouvelle étape, l'enquête officielle sur sa disparition. « Vous ne me verrez plus jamais ». Cette phrase, Ava l'a jetée à ses parents au plus fort de la dispute. À ce moment-là, elle sonnait comme une menace habituelle, familière à chaque famille où les relations s'étaient dégradées. Personne n'a accordé une importance particulière à ces mots. Dans la maison, on s'était déjà habitué aux répliques fortes, aux claquements de porte et aux émotions tumultueuses. Mais maintenant, quand nous savons comment tout s'est terminé, ces mots prennent un tout autre poids. Ce soir-là, tout a commencé par une scène banale. Les parents essayaient encore de limiter sa communication avec Léo. Il était plus âgé, n'avait pas de travail stable et inspirait la méfiance aux adultes. La conversation a rapidement dégénéré en accusations et cris. Ava ne voulait écouter aucun argument. Elle a enfilé sa veste, pris son sac à dos et, sans se retourner, s'est dirigée vers la sortie. La porte a claqué si fort que dans la maison, quelques secondes de silence se sont installées. Les parents ont échangé de courtes phrases. Chacun espérait que tout se répéterait selon l'ancien scénario. Habituellement, elle revenait après 1 heure ou 2, parfois plus tard, mais elle revenait toujours. Cette fois, les heures passaient et la maison restait vide. D'abord, les parents ont essayé de garder leur calme. Le temps s'étirait lentement. 10 heures du soir, 11 heures, minuit. À chaque minute, la tension montait. La colère se transformait progressivement en inquiétude. Ils appelaient maman sur son téléphone. Les appels étaient rejetés ou ne passaient pas. Ils ont jeté un œil dans sa chambre. Sur la table restait un journal ouvert. Sur le lit, une veste jetée. Dans les haut-parleurs jouait doucement de la musique. Tout semblait comme si elle était partie pour 1 minute seulement. À 2 heures du matin, c'était devenu clair. Ce n'était pas une rébellion de plus. Ni les amis, ni Léo ne savaient où elle était. La nuit, la ville dormait, les rues se vidaient sous la pluie, et la probabilité qu'elle revienne d'elle-même chutait rapidement. Les parents n'ont pas attendu le matin. L'appel téléphonique au commissariat de police de Garde est devenu le point de départ d'une nouvelle réalité. À partir de ce moment, Ava Miller était officiellement portée disparue. Ses affaires personnelles étaient restées à la maison, il n'y avait pas de contact avec les amis, et le scénario habituel, partir et revenir, ne fonctionnait plus. C'est ici que commence la première phase de l'enquête. Les policiers devaient se déterminer. Avaient-ils devant eux une fugue de plus ou quelque chose de beaucoup plus dangereux? Quand la déclaration est arrivée à la police, les enquêteurs se sont immédiatement appuyés sur la version la plus simple. Fugue. À leurs yeux, cela semblait logique. Conflit avec les parents, paroles fortes en partant, porte fermée. Dans les petites villes, de telles histoires se répétaient trop souvent pour les percevoir comme quelque chose d'extraordinaire. Une voiture de patrouille s'est rendue à l'autoroute 101, la route qui menait vers le nord, vers Portland. Là, attrapaient souvent l'autostop ceux qui voulaient partir sans plan ni billet. L'examen était superficiel, la lampe torche glissait sur l'accotement. Il relevait les traces de pneus et les rares empreintes de chaussures. Une photo a été conservée dans le dossier. L'empreinte d'une grosse chaussure près d'un embranchement de gravier. Le cliché a été classé dans le dossier. Mais à ce moment-là, il n'a éveillé aucune association chez les enquêteurs. Juste une trace de plus parmi des dizaines d'autres. Ensuite a commencé le travail de routine.
Ils ont vérifié les gares routières. Ni les caissiers, ni les chauffeurs ne se souvenaient d'Ava. Ils ont envoyé des demandes aux comtés voisins, mais la réponse était partout la même. Aucune correspondance. Les policiers ont appelé ses amis et connaissances. La plupart disèrent la même chose. Oui, elle menaçait souvent de partir. Elle l'a probablement fait pour de bon cette fois. En parallèle, ils ont interrogé Léo. Il semblait tendu, répondait de manière confuse, disait qu'il avait roulé en ville pour se calmer. Mais il n'y avait pas de preuve directe de son implication. Le téléphone était localisé dans un autre quartier et des témoins confirmaient l'avoir vu là-bas cette nuit-là. À ce moment-là, la police a décidé de ne pas approfondir. Pour la ville, tout cela n'a pas non plus été un choc. Les conversations dans les magasins et aux stations-service se résumaient à une chose. Elle est partie, et elle a bien fait. Elle reviendra quand elle voudra. Sous les yeux des parents s'accumulait l'anxiété, mais l'entourage s'est vite habitué à l'idée qu'Eva avait quelque part commencé une nouvelle vie. Après quelques semaines, les recherches intensives ont pris fin. Les pistes ne se trouvaient pas, les indices s'arrêtaient. L'affaire d'Ava Miller est passée des actives aux archives. Dossier ordinaire avec un numéro et une note sèche, disparu sans laisser de traces. Ainsi s'est terminée la première étape, formelle, presque sans résultat. Mais c'est exactement cette trace archivée, cette photo solitaire d'empreintes de chaussures sur l'embranchement de gravier, qui plus tard est devenu l'indice clé qui a mené l'enquête sur un nouveau cercle. Dans de telles histoires, il y a toujours une figure sur laquelle tombe en premier le soupçon. À Port Blossom, cette personne s'est avérée être Léo, le petit ami d'Ava, un peu plus âgé, avec une réputation de peu fiable, sans travail stable, avec un cercle de fréquentation douteux. Pour les parents, il était depuis longtemps la cause de tous les conflits dans la maison. Pour les voisins et connaissances, ce fameux garçon qui a détourné Ava du droit chemin. Et quand c'est exactement après une dispute avec lui qu'elle est partie dans la nuit et n'est pas revenue, le puzzle s'est assemblé de manière trop évidente. Les enquêteurs ne cachaient pas. Léo ressemblait au suspect idéal. Il était le dernier à avoir vu Eva vivante, et cela en faisait automatiquement le centre d'attention. L'interrogatoire a eu lieu dans les premières 24 heures. Dans les procès-verbaux sont conservées les déclarations. Léo affirmait qu'après la dispute, il avait simplement roulé en ville en voiture. Il expliquait cela par le fait qu'il voulait se calmer et s'aérer l'esprit. Mais les preuves travaillaient contre lui. Les caméras à la sortie de la ville n'avaient pas enregistré sa voiture. Il confondait l'heure exacte. Dans ses souvenirs, il se trompait constamment, changeait les détails. Tantôt disait qu'il était en périphérie. Tantôt affirmait qu'il était passé voir des connaissances dont il ne donnait pas les noms. Pour les policiers, cela semblait suspect. L'interrogatoire a duré des heures. Ils lui posèrent les mêmes questions, espérant l'attraper en flagrant délit de mensonge. Léo était nerveux, se mordait les lèvres, demandait souvent de l'eau. Aux questions directes, il répondait évasivement. Son alibi, « j'ai roulé seul en ville », semblait trop pratique et en même temps non confirmé. Mais en même temps, il n'y avait pas de preuves directes contre lui. Dans le téléphone, ils ont trouvé des traces d'activité. Appels et sessions Internet qui se connectaient aux antennes d'une toute autre partie de la ville. Plusieurs témoins occasionnels ont confirmé plus tard avoir vu sa voiture près de la zone industrielle vers l'heure où Ava avait disparu. Il ne pouvait pas physiquement être dans deux endroits à la fois. Néanmoins, l'ombre du soupçon ne s'est pas dissipée. Pour les parents d'Ava, Léo restait coupable. Aux yeux des voisins, il était le principal suspect, quel que soit le statut officiel de l'affaire. Il a continué à vivre en ville, mais maintenant pesait sur lui un stigmate. Dans la rue, il captait des regards, des conversations dans son dos. Chacun savait. Il avait été interrogé, et beaucoup croyaient qu'il cachait quand même la vérité. Pour la police, la situation semblait sans issue. Il pouvait convoquer Léo encore et encore,
faire pression sur lui avec des questions, espérer une erreur fortuite. Mais sans un Dard à trouver, et sans le fait même de la découverte d'Ava, il ne pouvait pas officiellement l'inculper. L'affaire était au point mort. Léo restait libre, mais sous surveillance officieuse. Ainsi s'est passé plus d'une année. Et tout ce temps, le nom de Léo apparaissait dans les dossiers d'enquête comme la piste principale, mais non confirmé par quoi que ce soit. La situation n'a changé que quand le pont Blossom Narrows a révélé son secret et que la ville a reçu pour la première fois de vraies preuves. Quand la colonne a été ouverte, tous les présents ont eu la même pensée. Ava s'était retrouvée à l'intérieur pendant le coulage. C'est exactement cela qui expliquait sa pose, sa position dans la masse de béton, et beaucoup étaient sûrs. Elle avait étouffé sous la couche de ciment. Mais cette version s'est effondrée au moment où les premières conclusions du médecin légiste sont arrivées sur la table. Dans ses poumons, il n'y avait pas de traces de mélange de ciment. Cela excluait l'option enterrée vivante. Elle s'était retrouvée à l'intérieur de la construction déjà sans signe de vie. L'analyse ultérieure a donné des faits encore plus concrets. Les experts ont établi la cause exacte, un coup violent à la tête. Le traumatisme était incompatible avec la vie et coïncidait temporellement avec la nuit de disparition, en octobre 2021. La coïncidence était exclue. C'est exactement cette nuit-là que sa vie s'était interrompue. Le rapport a supprimé le dernier espoir d'accident. Ce n'était pas un accident, pas une fugue, mais une action délibérée. Mais les conclusions des spécialistes ne se sont pas limitées à cela. Sur les mains d'Ava se conservaient des blessures caractéristiques, petites égratignures et traces de lutte. Sur la veste, ils ont trouvé des fibres de gants de travail d'un type industriel rare. Les experts soulignaient, ce n'était pas du tissu domestique, mais un matériau spécial utilisé sur le chantier. Encore un détail. Sous les ongles restaient des particules de poussière de ciment et de déchets de construction. Tout cela reliait directement sa disparition à l'objet Blossom Narrows. De plus, dans le rapport, ils attiraient à l'attention sur l'absence de signes de déplacement prolongé. Cela signifiait que la tragédie s'était produite près du chantier même. Le corps n'avait pas été transporté sur de grandes distances. Il avait été livré sur l'objet immédiatement après l'incident. Pour les enquêteurs, cela est devenu un tournant clé. Maintenant, c'était clair. Le coupable connaissait le chantier de l'intérieur, comprenait le processus et avait accès là-bas même la nuit. Pour la ville, les conclusions du rapport ont été un choc. Une année entière, tous avaient vécu avec l'idée qu'Eva s'était enfuie à Portland ou Seattle. Les parents, bien qu'ils n'y croyaient pas complètement, devaient écouter les conversations des voisins sur la rébellion et la fugue. Maintenant, il s'avérait que dès le début, il s'agissait d'un crime, et que ce criminel marchait parmi eux, passait peut-être chaque jour en voiture avec son camion de travail. Après la publication du rapport, l'affaire est redevenue prioritaire. L'équipe d'enquête est revenue aux matériaux d'archives, a relevé les listes de tous ceux qui travaillaient sur l'objet cette nuit-là. Sous vérification sont tombés des dizaines de noms. Bétonneurs, contremaîtres, chauffeurs. Chacun a commencé à être convoqué pour interrogatoire, confronter les témoignages avec les données téléphoniques et les horaires d'équipe. D'une affaire de personnes disparues, ordinaire, l'histoire s'est transformée en enquête pour meurtre. Et maintenant, la police ne cherchait plus une fugueuse, mais calculait celui qui, dans la nuit d'octobre 2021, l'avait amené sur le chantier et caché dans le béton. C'est exactement cela qui est devenu le point de départ d'une nouvelle vague d'interrogatoires et de recherche du vrai suspect. La liste de 34 noms s'est posée sur la table des enquêteurs au début de décembre 2022. C'étaient tous ceux qui, dans la nuit de disparition d'Ava, se trouvaient officiellement sur le chantier du pont Blossom Narrows. La liste incluait manœuvres, bétonneurs, chauffeurs, maîtres d'équipe et contremaîtres. Chacun d'eux pouvait s'avérer être la figure clé. Le problème résidait dans le fait que parmi des dizaines de personnes uniformes, il fallait trouver la seule aiguille dans une botte de foin,
Les interrogatoires se succédaient. Les ouvriers étaient invités au commissariat, assis dans une petite pièce au mur gris, et on leur posait les mêmes questions. Où étiez-vous dans la nuit du 14 octobre 2021 ? Avec qui travailliez-vous ? Qu'avez-vous vu ? Les réponses se répétaient presque mot pour mot. J'ai fini mon service, je suis rentré chez moi. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Il n'y avait personne d'étranger sur le site. Les enquêteurs fixaient chaque phrase. Mais dans les procès-verbaux se dessinait un tableau monotone. Parfois, il était possible de s'accrocher à de petites divergences. Quelqu'un nommait incorrectement l'heure d'arrivée de la bétonnière, quelqu'un confondait le nom du maître, quelqu'un parlait du temps différemment de son collègue, mais tout cela ne sortait pas du cadre de la mémoire humaine ordinaire. Le tableau général semblait lisse, et plus les interrogatoires avançaient, plus il semblait que l'affaire allait de nouveau dans une impasse. Mais l'attention fut attirée par un détail qui au début semblait insignifiant. Un des ouvriers, Frank Kowalski, 52 ans, déclara qu'il était arrivé sur l'objet à l'heure, comme toujours. Ses paroles sonnaient avec assurance, mais les documents de l'entrée montraient autre chose. Sa marque se trouvait 20 minutes plus tard. Sur un chantier où chaque entrée était enregistrée, une telle non-concordance semblait étrange. Les enquêteurs ont commencé à préciser. Kowalski changeait d'explication. D'abord, il parlait d'embouteillage, puis affirmait qu'il avait simplement confondu l'heure plus tard, qu'il avait peut-être oublié de pointer à l'entrée tout de suite. Mais plus il se justifiait, plus visiblement, il était nerveux. La voix devenait plus rude, les réponses plus courtes. Il évitait le contact visuel. Sur le fond de dizaines de témoignages lisses, presque stériles, c'est exactement sa réaction qui se distinguait. Les autres ouvriers répondaient calmement, répétant les détails habituels de l'équipe. Et Kowalski se trompait, se reprenait et semblait essayer de cacher le fait même du retard. Pour les enquêteurs, cela est devenu le premier signal qu'ils avaient devant eux non pas simplement un autre constructeur ordinaire. 20 minutes, un court laps de temps. Mais c'est exactement de tels segments qui s'avèrent décisifs. Où se trouvait Kowalski durant ces minutes ? Pourquoi essayait-il de cacher le retard ? Et surtout, pourquoi un homme qui n'a rien à cacher se mettrait-il à se confondre dans les explications ? À partir de ce moment, son nom a cessé d'être l'un des 34 noms de la liste. Il s'est avéré souligné au marqueur rouge dans les dossiers des enquêteurs. Frank Kowalski s'est transformé en figure qu'il fallait observer attentivement et longtemps. Et c'est exactement ici que l'enquête a commencé à acquérir des contours concrets. La police est passée de la vérification générale des ouvriers au développement ciblé d'une personne concrète. Pendant que les enquêteurs démêlaient les interrogatoires des constructeurs, les criminologues continuaient un travail silencieux, mais minutieux. Sur la table du laboratoire gisait la veste noire d'Ava, trouvée avec elle à l'intérieur de la colonne de béton. Extérieurement, il n'y avait rien d'inhabituel dessus. Traces de ciment, plis durcis, accessoires ayant survécu au coulage. Mais sous le microscope se sont ouverts des détails que l'œil n'aurait jamais saisis. L'expert a noté plusieurs fibres étrangères, coincées dans le tissu au niveau de l'épaule et de l'avant-bras. C'étaient des fils fins, bleu vif, qui n'appartenaient manifestement pas à la veste elle-même. La première étape fut la vérification de la composition. L'analyse spectrale a montré fibres synthétiques, super résistantes, utilisées dans la production de gants de protection à usure renforcée. De tels produits coûtaient cher et s'utilisaient non pas dans le quotidien, mais sur des objets industriels. À première vue, la trouvaille ressemblait à une percée. Les fibres indiquaient un contact avec une personne qui travaillait de ses mains et utilisait des moyens de protection professionnels. Mais quand les enquêteurs ont demandé les données à l'entreprise de construction, l'image est devenue plus complexe. C'est exactement de tels gants qui étaient distribués à tous les employés du chantier du pont. Chacune des 34 personnes tombées dans la liste en avait dans l'équipement standard. Il s'est créé une situation ambivalente. D'un côté, la police avait une vraie connexion physique entre Ava et le site. Maintenant, on pouvait dire fermement, elle ne s'était pas retrouvée par hasard dans la colonne de béton.
Son contact avec les ouvriers était confirmé matériellement. Mais d'un autre côté, les preuves indiquaient tout un groupe à la fois. Les fibres pouvaient appartenir à n'importe lequel des employés. La preuve rétrécissait le cercle, mais ne permettait pas encore de pointer du doigt une personne concrète. Pour l'enquête, c'était un moment charnière. Une année, l'affaire était restée aux archives comme départ volontaire, sans un seul indice direct. Maintenant, la preuve était entre les mains et elle disait une chose. Ava n'avait pas simplement disparu quelque part en ville. Elle s'était retrouvée sur le chantier et avait été en contact avec ceux qui y travaillaient la nuit de sa disparition. L'équipe d'enquête a changé de tactique. Désormais, chaque ouvrier était considéré non pas simplement comme un nom dans la liste, mais comme un contact potentiel avec Ava. Les criminologues ont commencé à confronter les fibres trouvées avec les lots de gants qui étaient achetés différents mois. En parallèle, les enquêteurs remontaient les horaires d'équipe, précisaient qui se trouvait près du pilier numéro 7 cette fameuse nuit. Dans les matériaux de l'affaire, cela s'appelait « rétrécissement du cercle ». En fait, c'est à partir de ce moment que la police a obtenu une base solide pour faire pression. Maintenant, il s'agissait non pas de soupçons abstraits, mais d'une connexion factuelle entre la victime et le lieu concret du crime. Et cela signifiait que les étapes suivantes seraient dirigées vers l'identification de la personne qui avait utilisé le chantier pour cacher ses actions. Devant les policiers s'est posée une question qui jusqu'alors semblait presque désespérée. Comment vérifier l'alibi de 34 ouvriers plus d'1 an après les événements? Les gens oublient les détails, confondent les dates, inventent des justifications. Les uns ne se souvenaient sincèrement pas, d'autres, peut-être, cachaient délibérément quelque chose. Chaque nouvel interrogatoire ressemblait de plus en plus à une répétition du précédent. Alors, les enquêteurs ont décidé de renoncer à la mémoire humaine et de passer là où le mensonge est impossible, dans le monde des traces numériques. Les téléphones sont devenus leur arme principale. Même quand une personne n'appelle pas et n'écrit pas de message, l'appareil se connecte quand même régulièrement aux antennes, laissant des coordonnées. Ces points fixent chaque déplacement, et si on les assemble en ligne, se dessine un itinéraire avec une précision au quartier près. Au début de l'année 2023, l'équipe d'enquête a demandé aux opérateurs de télécommunications un ensemble de données sur tous les 34 employés du chantier qui s'y trouvaient la nuit de disparition d'Ava. Ce qui est revenu au commissariat ressemblait à un tableau gigantesque, des dizaines de milliers de lignes avec l'heure, l'identifiant de l'antenne et les coordonnées approximatives. Pour déchiffrer ces ensembles, ils ont fait appel à des spécialistes en preuves numériques. Ils confrontaient chaque ligne avec les journaux d'équipe et les itinéraires des employés. Cela a pris des semaines. Progressivement, l'image s'éclaircissait. La plupart des ouvriers ne présentaient pas d'intérêt. Leur téléphone montrait un comportement stable. Le soir, départ de la maison, marque au chantier, puis équipe de nuit. Après quoi, retour à la maison. Aucun saut inattendu de coordonnées, aucune déviation étrange. Leur alibi se confirmait automatiquement, sans une seule question. Il semblait que cette vérification ne ferait que consolider l'impasse. Mais alors un fichier s'est distingué des autres. Les données sur Frank Kowalski, bétonnière de 52 ans, ne coïncidaient pas avec le journal des visites. Ce fameux soir, quand Ava avait disparu, son téléphone avait quitté le chantier pendant 20 minutes. Le signal a été fixé par les antennes dans le quartier résidentiel à la périphérie de la ville, à seulement 1 mile de l'endroit où plus tard des témoins disaient avoir vu Ava faire de l'autostop sur l'autoroute. D'abord, les enquêteurs ont tout revérifié plusieurs fois. Peut-être panne, erreur système, imprécision des coordonnées. Mais les données de différentes sources coïncidaient. Le téléphone de Kowalski était vraiment sorti de la zone du chantier et s'était déplacé vers la ville, puis était revenu de nouveau sur l'objet. L'intervalle, 20 minutes. Exactement ces fameuses 20 minutes dont il avait menti à l'interrogatoire, expliquant son retard. Cette découverte a bouleversé l'affaire. Ses justifications précédentes sur l'embouteillage, sur l'oubli,
sur l'erreur avec la marque à l'entrée semblait maintenant comme un mensonge délibéré. Il ne s'était pas simplement trompé. Il cachait consciemment qu'il avait quitté le chantier cette nuit-là. Et surtout, l'itinéraire du téléphone coïncidait en temps et lieu avec les dernières minutes où on avait vu Ava en liberté. Pour les enquêteurs, cela est devenu le moment clé. Une année, l'enquête piétinait sur place. Les interrogatoires d'ouvriers n'apportaient que des histoires répétitives. La preuve avec les fibres de gants restait trop générale. Mais maintenant, la police avait une vraie trace numérique qui reliait directement Kowalski à la disparition. L'analyse a duré encore plusieurs semaines. Ils ont vérifié ses appels, SMS, utilisation d'Internet. Dans la nuit de disparition, il n'y avait ni appel, ni sessions actives. Le téléphone bougeait silencieusement, sans un seul son. Du point de vue des experts, cela ressemblait à une tentative consciente de ne pas laisser de traces numériques superflues. Maintenant, la police avait tout le nécessaire pour monter au niveau supérieur. Ils ont obtenu une base légale pour une perquisition. La chance de trouver des preuves physiques dans la maison et la voiture de Kowalski. L'enquête ne pouvait plus le considérer comme un parmi beaucoup. Maintenant, il était le candidat principal et unique qui mentait, était nerveux et s'était trouvé dans ce fameux endroit où Eva avait disparu. Cette preuve est devenue le moment tournant. L'enquête, qui patinait depuis des années, a obtenu un suspect concret et les enquêteurs pouvaient, comme pour la première fois depuis longtemps, agir avec confiance et de manière ciblée. Il restait ensuite à vérifier ce qui se cachait dans son garage et dans le vieux pick-up qu'il avait vendu à la hâte seulement quelques mois après la tragédie. Avant de concentrer les efforts sur Frank Kowalski, les enquêteurs ont décidé de fermer une vieille question qui traînait depuis le début. Dans chaque affaire, il y a une figure sur laquelle il est plus facile d'accrocher la culpabilité. Pour Eva, cette personne était son petit ami Leo Grant. Dès le premier jour, c'est exactement lui qui était considéré comme le suspect idéal, plus âgé, avec une réputation d'inconstant, au centre de la dernière dispute après laquelle Ava était partie de la maison. Tout cela en faisait une cible commode pour les suppositions et bavardages. Une année, Léo avait vécu sous ce fardeau. En ville, on l'évitait, on chuchotait dans son dos. Les parents d'Ava le regardaient avec haine. Chaque nouvel interrogatoire ne faisait qu'intensifier la sensation que la police essayait de le coincer. Ses réponses confuses et son faible alibi semblaient être un motif de doute. Mais maintenant, l'enquête avait un outil qui pouvait définitivement mettre un point. Les mêmes méthodes numériques qui avaient révélé Kowalski, ils ont décidé de les appliquer à Léo. La demande dans le système a pris quelques minutes. Sur l'écran de l'ordinateur apparaissaient des rangées de chiffres et marques temporelles. Les antennes fixaient chaque connexion de son téléphone dans la nuit de disparition. D'abord, les données semblaient sèches et incompréhensibles. Coordonnées, intervalles, fréquence des signaux. Mais quand elles ont été reportées sur la carte de la ville, l'image est devenue claire. Léo n'était vraiment pas près du chantier. L'heure coïncidait à la minute près. Au moment où Eva quittait la maison et se dirigeait vers l'autoroute, son téléphone brillait avec assurance dans la zone industrielle à l'autre bout de la ville. Là aussi se fixaient ses déplacements plus tard, quand Ava avait déjà disparu. Les signaux ne laissaient aucune chance au doute. Léo ne pouvait physiquement pas se trouver près d'elle. Les enquêteurs ont tout revérifié. Ils ont comparé les témoignages, vérifié les caméras aux entrées et sorties de la ville. Le puzzle s'assemblait. Sa voiture était vue dans la rue. Quelques connaissances confirmaient qu'il roulait vraiment en ville seul. Tout cela coïncidait exactement avec les données numériques. Au final, ce qui semblait auparavant comme un alibi faible et suspect s'est transformé en fait clairement confirmé. Pour la police, cela est devenu un jalon important. Léo n'était plus considéré comme figure de l'enquête. Après une année, les soupçons ont été définitivement levés de lui. Pour lui, cela signifiait la fin des interrogatoires constants et de l'ombre éternelle qui le poursuivait depuis le moment de disparition d'Eva. Pour l'enquête, cela signifiait autre chose. Maintenant, il n'avait
plus qu'un seul suspect principal, lié et par les preuves et par les données numériques. Toute l'attention s'est reportée sur Frank Kowalski, et devant restait l'étape suivante, perquisition de sa maison et garage, où pouvaient se cacher les réponses aux questions les plus importantes de l'affaire. Quand le nom de Frank Kowalski s'est retrouvé au centre de l'enquête, les enquêteurs s'attendaient à voir l'ensemble habituel de signaux d'alarme. Habituellement, de telles histoires s'accompagnent d'une longue liste, anciennes interpellations, plaintes de voisins, conflits avec collègues. Mais plus il creusait dans sa biographie, plus l'image devenait étrange. Kowalski n'avait rien de tout cela. Son passé semblait effrayamment propre, comme s'il était un homme sans histoire. Frank était né et avait grandi en Oregon, avait reçu une éducation secondaire et était allé tôt travailler sur les chantiers. La famille le décrivait comme calme, même trop. Dans sa jeunesse, il ne se liait pas avec des compagnies, n'avait pas de problème avec la loi, tombait rarement dans le champ de vision de l'entourage. Il n'avait jamais eu de passion, on ne notait pas de liens sociaux, et cela en soi semblait suspect. Il semblait toute sa vie avoir existé comme un homme-fonction, arriver, travailler, rentrer à la maison. La vie personnelle se déroulait encore plus sèchement. Frank avait été marié, mais pas longtemps. Le mariage s'était brisé sans scandale, sans partage bruyant de biens, sans long procès. Après le divorce, il était resté seul, vivait dans une petite maison à la périphérie de Port Blossom. Les voisins se souvenaient de lui comme d'un homme silencieux qui n'entrait pas en conversation et se tenait toujours à l'écart. Il ne sortait dans la rue que pour le travail ou les achats. Les collègues parlèrent de lui de manière identique. Misanthrope, dans son monde, ne parle pas pour rien. Il accomplissait les tâches, ne discutait jamais, mais ne cherchait pas non plus les contacts. Personne ne l'appelait agressif ou enclin au conflit. Mais c'est exactement cette indifférence et froideur qui faisait peur. Il pouvait travailler des semaines côte à côte avec des gens et ne pas prononcer une seule phrase personnelle. Dans son dossier, il n'y avait pas les drapeaux rouges habituels, ni diagnostics psychiatriques, ni plaintes de voisins, ni procès-verbaux de police. Il était comme une page blanche, et cela rendait la situation encore plus troublante. Quand un suspect a des motifs évidents ou des problèmes dans le passé, il est plus facile d'assembler l'image. Mais Kowalski ressemblait à un homme fantôme. Il semblait disparaître entre les lignes des documents, ne laissant derrière lui que le vide. Pour l'enquête, cela est devenu une vraie énigme. L'absence de motifs et de signes évidents ne facilitait pas, mais compliquait l'affaire. Parce que dans ce vide naissait une nouvelle question. Si un homme qui des décennies avait semblé calme et imperceptible s'était retrouvé au centre d'une telle histoire, cela signifiait qu'il cachait sa vraie essence trop longtemps et trop habilement. C'est exactement cette découverte qui a poussé la police vers l'étape suivante. Perquisition de son garage et vieux pick-up, où pouvait être conservée la vérité sur cette fameuse nuit d'octobre. Les enquêteurs savaient, c'était leur chance de coincer Kowalski. Dans le bureau d'interrogatoire, il n'y avait pas de mots superflus. Sur la table devant lui, ils ont déployé une carte de la ville avec les points marqués de déplacement de son téléphone dans la nuit de disparition d'Ava. Les lignes rouges montraient tout. Comment il était sorti du chantier, comment il s'était brièvement retrouvé dans le quartier résidentiel, comment ensuite il était revenu. La preuve semblait indiscutable. N'importe qui d'autre à sa place aurait commencé à se justifier, se confondre, peut-être craquer sous la pression. Mais la réaction de Kowalski s'est avérée complètement différente. Il a levé les yeux sur la carte, puis les a de nouveau baissés et a dit doucement « C'est une erreur ». Cette phrase est devenue son bouclier. Encore et encore, à chaque nouvel argument, à chaque précision, il répondait la même chose. Aucune émotion, aucune hésitation. Il n'élevait pas la voix, ne disputait pas, ne demandait pas d'avocat. Il restait simplement assis, regardant à travers les enquêteurs,
et répétait « Erreur ». Son comportement rappelait un mur de pierre contre lequel se brisaient toutes les tentatives de pression. L'équipe d'enquête s'était préparée à cet interrogatoire minutieusement. Il construisait les questions de façon à l'attraper sur les détails. Il commençait doucement, passait aux détails. D'abord, à quelle heure il était parti en service? Puis, où exactement il se trouvait dans l'intervalle de 20 minutes? Ensuite, pourquoi ses explications ne coïncidaient pas avec les journaux de l'entrée? Et enfin, il montrait les chiffres exacts et graphiques de déplacement de son téléphone. Mais le résultat était toujours le même. Il ne mentait pas directement. Il niait simplement tout et ne donnait rien en échange. Les enquêteurs intensifiaient la pression. L'un d'eux élevait la voix, l'autre faisait semblant de compatir et essayait de comprendre. Ils utilisaient la technique du bon et méchant policier. Ils sortaient photos, procès-verbaux, enregistrements de témoignages de collègues, tout ce qui devait déstabiliser. Mais Kowalski restait froid et détaché. À un moment, il semblait qu'il avait complètement cessé d'entendre ce qu'on lui disait. Son visage ne changeait pas. Seules les mains sous la table se serraient en entrelacement. L'interrogatoire a duré plusieurs heures. Vers la fin, les enquêteurs comprenaient, ils n'iraient pas plus loin. Ils ne signeraient rien, n'avoueraient pas, ne donneraient pas la moindre fissure. Pour le procès-verbal, il ne restait qu'à fixer ses paroles et son refus. Mais cela n'était pas suffisant. En sortant du bureau, l'équipe d'enquête a discuté des étapes suivantes. Tout indiquait une chose, sans preuve physique, sans preuve matérielle. Cet homme resterait suspect sans preuve. Et donc la décision était évidente. Sur la base des données numériques et de son mensonge, ils ont obtenu un mandat. Devant était la perquisition de son garage, de sa maison et de ce fameux vieux pick-up qu'il avait vendu quelques mois après la disparition d'Ava. Maintenant, l'enquête passait à une nouvelle phase, où devaient reparler les choses, et non les mots. La perquisition dans le garage de Frank Kowalski à première vue ne promettait rien de spécial. Étagères poussiéreuses, outils rouillés, boîtes avec du bric-à-brac accumulé sur des décennies. Les enquêteurs démontaient méthodiquement tout dans l'ordre, fixant chaque trouvaille. Et voilà, dans un coin, dans une vieille caisse, ils sont tombés sur une paire de chaussures de travail usées. Pour un œil ordinaire, chaussures ordinaires, en rien remarquable. Mais pour ceux qui menaient cette affaire, la trouvaille a immédiatement éveillé une association. 1 an auparavant, quand Ava venait de disparaître, la patrouille avait photographié sur l'accotement de l'autoroute la trace d'une lourde chaussure. Alors cette photo avait été classée dans l'affaire, mais on ne lui avait pas accordé une grande importance. Il n'y avait pas de preuves avec quoi comparer. Et voilà maintenant le cercle se fermait. Les chaussures de Kowalski pouvaient s'avérer être ce fameux détail qui relierait le début de l'enquête à son apogée. Les chaussures ont été soigneusement emballées et envoyées au laboratoire. Les experts se sont mis au travail minutieusement. D'abord, ils ont mesuré la taille et forme de la semelle, puis ont comparé avec l'image de la trace conservée dans l'archive numérique. Ils ont vérifié chaque saillie, chaque éclat sur la sculpture. Même les plus petits dommages de la semelle étaient pris en compte. De telles petites signatures de chaussures sont impossibles à répéter. L'attente des résultats traînait longtemps. L'équipe d'enquête comprenait. Si la coïncidence se confirmait, ce ne serait plus un indice indirect, mais une connexion physique directe entre Kowalski et le lieu de disparition d'Ava. Toutes les conversations sur les hasards ou erreurs tombèrent d'elles-mêmes. Quand le verdict a retenti, il n'y avait plus de doute. Les experts ont déclaré « coïncidence à 100%. La trace sur l'accotement et les chaussures du garage, c'était la même chose. C'était la confirmation définitive que dans la nuit de disparition, c'est exactement Kowalski qui se trouvait près d'Ava et c'est exactement lui qui avait laissé des traces à l'endroit d'où elle n'était plus revenue. Maintenant, la police avait la clé qui ouvrait toute l'affaire. Les données téléphoniques montraient
son itinéraire. Les fibres sur la veste confirmèrent le contact avec le chantier. Et les chaussures mettaient un gros point. La connexion entre le suspect et le lieu de disparition devenait directe et irréfutable. À partir de ce moment, l'enquête est passée à la phase finale. Devant était la recherche des dernières preuves manquantes et la préparation à l'arrestation qui devait mettre fin à cette histoire. La salle d'interrogatoire a de nouveau accueilli par le silence. Cette fois, les enquêteurs ont changé de tactique. Ils n'essayaient plus de convaincre ou de faire pression avec des arguments. Sur la table devant Frank Kowalski s'est posé un mince dossier. À l'intérieur, la conclusion d'expertise des chaussures. Les feuilles n'ont pas été lues à voix haute et n'ont pas été commentées. L'enquêteur a simplement ouvert le dossier et l'a tourné vers lui. Puis, il s'est adossé au dossier de la chaise et s'est tu. Le silence s'est étiré. Le bruit du ventilateur, le froissement du papier et l'horloge au mur étaient les seules choses qui remplissèrent la pièce. Kowalski restait immobile. Quelques minutes, il a fait semblant de regarder de côté, mais puis, le regard a quand même glissé sur les lignes du rapport. Photo de l'empreinte de l'accotement. Tableau comparatif. Verdict. Coïncidence complète. Son visage n'a pas changé tout de suite. Mais un regard attentif remarquait les détails. La mâchoire s'est tendue. Les doigts posés sur la table ont commencé à bouger lentement, comme s'il essayait d'effacer de la saleté invisible. Les épaules se sont un peu abaissées. L'enquêteur continuait à se taire. Kowalski a plusieurs fois respiré profondément, comme s'il allait dire quelque chose, mais se taisait. Finalement, il a levé les yeux. La voix était basse, rauque, comme si chaque mot se donnait difficilement. Il a prononcé « Je ne voulais pas cela. C'est arrivé par hasard. » À partir de ce moment, a commencé son récit. Frank a avoué que cette nuit-là, il allait au service. Il a vu Ava sur l'accotement et s'est arrêté. D'abord, il voulait la conduire, mais la conversation s'est transformée en dispute. Mot après mot, réponse brusque, et tout est sorti de contrôle. Quand il a compris ce qui s'était passé, la panique est venue. La seule chose qui lui est venue à l'esprit, cacher ce qui avait été fait. Il savait que la nuit sur le chantier, il n'y avait presque personne. Donc il l'a amené directement là-bas. Le squelette de la 7e colonne était déjà préparé pour le coulage. Il l'a jeté dedans et était sûr que le béton cacherait pour toujours les traces. L'aveu a pris quelques minutes. Il n'y avait pas d'hystérie, pas de repentir. Seulement un exposé sec, comme s'il ne croyait pas lui-même complètement qu'il avait finalement dit cela à voix haute. Les enquêteurs ont fixé chaque mot. Maintenant, ils avaient tout. Données numériques, preuves physiques et aveux. L'affaire qui commençait comme disparition sans trace s'achevait par la confirmation officielle de ce qui s'était passé cette nuit d'octobre. Ensuite, restait la dernière étape, le tribunal et la sentence qui devaient mettre le point final définitif à cette histoire. L'histoire racontée par Frank Kowalski a frappé les enquêteurs par sa banalité. Il n'y avait ni plan réfléchi, ni scénario complexe. Tout avait commencé par le plus simple, quotidien. Mais c'est exactement cela qui avait rendu ce qui s'était passé si terrible. Il allait au service de nuit. La pluie tombait à verse, la route brillait des phares. Sur l'accotement se tenait Ava, trempée, avec la main levée. Kowalski affirmait qu'au début, il ne comptait même pas s'arrêter, mais puis il avait changé d'avis. Elle pouvait geler, être trempée, et quelqu'un d'autre l'aurait ramassée de toute façon, a-t-il dit à l'interrogatoire. Et cette décision est devenue le premier pas vers la tragédie. En montant dans la voiture, Ava s'est d'abord tue. La musique jouait doucement et il roulait en silence quelques minutes. Puis Kowalski, selon ses mots, a essayé de parler paternellement. Il a commencé à parler de sa vie, du fait qu'elle avait tort de se disputer avec les parents, tort de se lier avec Léo. Il se considérait plus âgé et plus intelligent et a décidé qu'il devait le lui expliquer.
Ava, qui venait de quitter la maison après une énième dispute, ne voulait pas écouter cela. Selon les mots de Kowalski, elle l'a brusquement coupé, a dit quelque chose qui l'a profondément touché. Dans le procès-verbal n'est conservée que sa description. Elle a dit ce qu'elle n'aurait pas dû. Mais répété mot pour mot, il a refusé même au tribunal. Ensuite, les événements se sont développés rapidement. Ava a tendu la main vers la poignée de la porte, s'apprêtant à sortir en marche. C'était un octobre pluvieux, la nuit, l'autoroute. Situation où un pas de côté pouvait finir en tragédie. Kowalski, en panique, l'a saisie par la main, essayant de la retenir. A commencé une courte lutte. Il la tenait par l'épaule. Elle se dégageait. Et à ce moment, sa tête a heurté la vitre latérale. Selon les mots de Frank, le silence s'est installé. Il a compris qu'était arrivé l'irréparable. Le siège conducteur, le tableau de bord, le bruit de la pluie sur le toit, tout cela s'est fondu en un tableau qui s'est figé dans sa mémoire. Ensuite a commencé la panique. Il comprenait. S'il arrivait maintenant au chantier et appelait l'aide, ce serait la fin de sa vie. Police, accusation, prison. Dans la tête défilèrent les pensées qu'on l'accuserait encore plus fort qu'il ne le méritait. Et alors est née la décision. Cacher les traces. Il connaissait le chantier, connaissait l'horaire. La colonne numéro 7 devait être coulée à l'aube. Le squelette était déjà prêt. L'armature dépassait en barre vide. La nuit sur le site, il n'y avait presque personne. Il est entré sur l'objet par l'entrée de service où il avait un laissez-passer. Il a garé la voiture dans un coin sombre où n'arrivait pas la lumière des projecteurs. Kowalski affirmait qu'il avait agi rapidement. Il avait sorti Eva du pick-up, l'avait portée 30 mètres jusqu'à la colonne et l'avait descendue à l'intérieur du squelette. Tout avait pris pas plus de 15 minutes. Il était sûr que le béton qui serait coulé le matin la cacherait pour toujours. À l'interrogatoire, il répétait « Je pensais que j'avais fait une cachette idéale. » Et dans cela était toute la simplicité atroce du crime. Aucun schéma ingénieux, aucun détail réfléchi. Dispute fortuite, réaction de panique, décision froide de cacher les traces là où personne ne chercherait jamais. Pour l'enquête, cette reconstitution est devenue le dernier maillon. L'image qui se composait de fragments, traces de chaussures, fibres de gants, données de téléphone, avait maintenant acquis une forme. De la bouche de Kowalski lui-même, ils avaient entendu comment tout s'était passé étape par étape. L'étape suivante était déjà inévitable. Transmettre l'affaire au tribunal, où l'aveu et les preuves devaient devenir sentence. Dans la salle de tribunal, l'affaire d'Ava Miller a acquis des contours définitifs. La question principale qui se posait devant les jurés sonnait de la bouche de l'avocat de la défense. Était-ce un meurtre de sang-froid ou un accident tragique suivi d'un acte horrible? C'est exactement cette ligne qui est devenue la dernière tentative de sauver Kowalski de la sentence la plus lourde. Le procès a duré plusieurs semaines. Aux audiences ont pris la parole experts, criminologues, policiers qui menèrent l'affaire depuis les premiers jours. La salle de tribunal écoutait attentivement comment le spécialiste en preuves numériques montrait étape par étape sur la carte l'itinéraire du téléphone de Kowalski. L'évidence des coïncidences a produit une forte impression. Un autre expert démontrait la photo de la trace de l'accotement et les chaussures trouvées dans son garage. Chaque détail coïncidait au millimètre près. Dans la salle étaient marrants présents les parents d'Eva. Leurs témoignages ne concernaient non pas les preuves. Ils parlaient de comment ils avaient vécu dans l'attente du retour de leur fille. Comment, pendant des années, ils avaient attendu au moins une nouvelle. Leurs paroles s'accompagnaient de larmes, et c'est exactement ce moment qui est devenu l'apogée émotionnel du procès. Sur leur fond, le visage de Kowalski restait froid, détaché. Il restait assis immobile, regardant un point fixe, comme si ce qui se passait ne le concernait pas. La partie de la défense essayait d'insister sur le fait que tout ce qui s'était passé était un accident. L'avocat répétait
Kowalski n'avait pas planifié, il avait eu peur, avait commis une bêtise et après cela avait fait un choix désespéré de cacher ce qui avait été fait. Mais l'accusation s'appuyait non sur les émotions, mais sur les faits. Dissimulation, mensonge aux interrogatoires, destruction de preuves. Tout cela parlait du fait que ces actions n'étaient pas spontanées, mais conscientes et calculées. La décision des jurés a retenti après quelques heures de discussion. Le verdict était unanime. Coupable. Le juge s'est levé et a lu la sentence. Frank Kowalski a reçu l'emprisonnement à vie avec droit à la libération conditionnelle seulement après 20 ans. Ainsi s'est terminée l'histoire qui avait commencé par une dispute familiale banale et s'était achevée dans la salle de tribunal. Mais pour les habitants de Port Blossom, cette sentence n'est devenue qu'une tentative de fermer une blessure qui restera dans la mémoire longtemps. Aujourd'hui, le pont Blossom Narrows ressemble à un symbole du Port Blossom moderne. Dessus, chaque jour, passe un flux de voitures. Sur les allées piétonnes se promènent des familles, courent des sportifs. Pour les touristes, c'est une curiosité. Pour les locaux, partie de l'itinéraire habituel. Mais chez ceux qui connaissent l'histoire, ce pont s'associe non seulement au progrès. Il est devenu l'endroit où le béton cachait un secret toute une année. Chaque jour, des centaines de personnes passent à quelques mètres de ce qui, dans les documents, s'appelle « lieu de découverte ». Et pour beaucoup, cette pensée refroidit plus fort que n'importe quel rapport documentaire. La famille Miller n'a pas pu continuer la vie à Port Blossom. Après le procès, ils sont partis dans un autre état, évitant les conversations et l'attention. Leur maison à la périphérie et de la ville est restée longtemps vide, jusqu'à être vendue. Les voisins disaient qu'ils avaient vu comment les dernières affaires étaient chargées silencieusement, sans adieu. Cela ressemblait non à un déménagement, mais à une fuite de la ville, où chaque coin rappelait le passé. Léo, ce fameux garçon qu'on avait considéré une année comme le principal suspect, est resté. Il a continué à vivre à Port Blossom, mais sa vie a changé irréversiblement. Même après les données innocentantes, les gens continuaient à chuchoter dans son dos. Pour certains, il restait pour toujours ce garçon avec qui elle s'était disputée la dernière fois. Son nom s'est pour toujours fondu avec cette histoire, et se débarrasser de cette étiquette, il ne pourra plus. Frank Kowalski purge sa peine. En colonie, il est devenu ce qu'il était en liberté, silencieux et imperceptible. Ni repentir, ni reconnaissance ouverte sur les motifs, il n'en a plus donné. Les procès-verbaux judiciaires sont restés le seul endroit où sont fixées ses paroles, et le pont lui-même continue à se dresser. Pour les autorités, il est un objet d'infrastructure, symbole de développement. Mais pour les habitants qui se souviennent de l'histoire, il est devenu monument à l'autre côté de la nature humaine. Là où ne devait être que béton et acier, s'est avéré être un endroit qui est pour toujours lié au nom d'Ava Miller. Le pont Blossom Narrows est devenu une cicatrice sur le corps de la ville. Et aussi grand que soit le flux de voitures, combien que soient les nouvelles histoires qui se passent autour, cette cicatrice ne disparaîtra jamais plus.